mise en œuvre d'un plan stratégique RDC émergent à l'horizon 2050. Mesdames et messieurs, c'est le sujet que nous allons développer au cours de ces magazines d'information générale, actualité croisée qui vous présente votre humble serviteur Guy Bochard-Djofé. Les partout vous nous captez à travers le monde. Le honneur de nous vous présenter ces grands numéros de votre magazine Actualité croisée que nous recevons pour ces jours. Monsieur Matongo Lobodom, il est ingénieur. Il va nous parler de ses plans stratégiques RDC émergent à l'horizon 2050. Le contour de ce plan stratégique, c'est à découvrir dans un instant. Bonjour et bienvenue à M. Bodom Matongolo. Bonjour, M. Guillaume. Je commence par quoi? Matongolo Bodom ou Bodom Matongolo? Ça dépend. Bodom, c'est en même temps un prénom, c'est en même temps mon poste de nom. Mais ça fait pas congolais là. C'est congolais. C'est congolais. De père et de mère. De père et de mère. Alors vous êtes dans le secteur des infrastructures, vous avez traîné dans ce secteur et qu'est-ce que vous avez apporté comme expertise? Oui, moi je suis déjà de formation ingénieur civil de la faculté polytechnique de Kinshasa, après quoi je suis allé faire une spécialisation à l'École nationale des ponts et chaussées, dans tout ce qui est infrastructure ferroviaire, transport urbain, et puis là on s'est encore lancé dans un executive master à Sciences Po, sur tout ce qui est politique et management de développement. Potentiel Afrique, c'est une filière qui a été mise en place uniquement pour les leaders et futurs leaders africains que nous avons suivis. Donc et là, je travaille dans le secteur de développement de projets structurants des infrastructures. Ça va faire déjà plus de 15 ans. Plus de 15 ans dans ce secteur, mais vous n'avez pas parlé d'une qualité. Vous êtes le président des think tanks. Et think tank, ça rime, ça sent anglais. Est-ce que la population qui nous regarde peut comprendre quelque chose de ce que signifie think tank? Oui, je suis donc président d'un think tank. C'est en anglais. Et si on doit essayer de le traduire en français, ça veut dire juste un laboratoire d'idées, un cercle de réflexion. De réflexion. Oui, c'est un cercle de réflexion dont notre première vocation est de pouvoir apporter des analyses prospectives et des solutions innovantes en matière de politique publique. Ici, nous, afin de promouvoir et de développer des secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Donc la motivation qui nous a en fait amené à mettre disons en place cette structure, c'est surtout ce désir de pouvoir concrétiser le développement de la RDC, parce que nous sommes convaincus d'une chose, que la providence divine a créé la RDC pour accomplir un destin exceptionnel. La RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. Sans sa grandeur, mais par le passé, je vous ai reçu quelque part, mais ça vous donne quelle impression d'être reçu dans ces beaux plateaux? Déjà, je tiens à te féliciter. Merci. Parce que c'est un nouveau concept. On est habitué à des plateaux de tribunes politiques, mais ici, pour une fois, nous allons décortiquer tout ce qui touche au développement, à l'économie du pays. Je pense que on a besoin de sources d'informations pertinentes et fiables pour accompagner surtout les acteurs économiques. Et ici, ça sera aussi, je pense, un cadre qui va permettre aussi, nous permettre aussi d'approfondir nos connaissances sur les enjeux économiques de la RDC. Donc déjà, félicitations. Merci M. Bonhomme. L'honneur va également à l'équipe qui nous accompagne, parce que nous voulons seulement, avec le soutien des dieux, donner à la nation congolaise ce qu'elle mérite. Ce qu'elle mérite. Elle mérite dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la création des entreprises, de l'innovation technologique et dans plusieurs secteurs. Merci M. Bonhomme. Mais rentrons dans le vif de ce que nous allons nous attarder tout à l'heure. Vous pilotez un plan stratégique d'émergence à l'horizon 2050. Pourquoi avoir vu aussi loin?
pourquoi pas prêt? Alors, c'est déjà, je vais signaler là que c'est le travail que j'ai eu à présenter pour obtenir mon diplôme d'Executive Master à Sciences Po. C'est présenter en fait un nouveau cadre programmatique de la RDC que nous proposons, et ici que nous avons appelé le plan stratégique RDC émergent à l'horizon 2050. Parce que nous sommes allés d'un constat. Vous savez, la RDC est habituée depuis ses origines à élaborer des plans de développement. Vous allez constater, ça c'est ce qui ressort de nos recherches, de notre étude, que depuis 1960, date à laquelle nous avons obtenu notre indépendance, ça fait 63 ans aujourd'hui. Pendant cette période jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu pas moins de 25 plans, tenez-vous bien, qui ont été initiés dans ces pays. Par qui, des individus, des institutions? Non, par les gouvernements. Oui. Plus de 25 plans, des fois avec l'aide de partenaires, oui. Multilatéraux ou bilatéraux. Oui. Et les constats est que ce plan n'ont pas pu permettre à la RDC de décoller économiquement. Les derniers en date, c'est le PNSD, comme le plan stratégique national de développement. Ça fait déjà 8 ans que cela a été mis en place. Et dans ces 8 ans, on a moins de 15% de réalisations. Alors, la cause des échecs, les principales causes ici, premièrement, c'est le manque d'appropriation par l'ensemble des acteurs. Vous avez aussi la défaillance du cadre institutionnel, de la mise en œuvre, de l'évaluation et du suivi, mais surtout aussi la modicité de moyens financiers que l'on met pour permettre, disons, la réalisation de ce plan. Et encore, si je peux ajouter, c'est entre autres ce manque de vision à long terme qu'il faudrait voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on s'est dit qu'il faut repenser en fait notre stratégie de développement. C'est important aujourd'hui de pouvoir intégrer les enjeux actuels et à venir en termes de tout ce qui touche l'économie, de tout ce qui touche aujourd'hui la technologie. La technologie, c'est vrai. Mais encore. Et le numérique aussi, hein. La technologie, le numérique, parce que ça fait partie de ce que nous appelons dans le cas de la prospective, parce que j'ai aussi une expertise dans ce domaine de la prospective, les méga-tendances. Et parmi ces méga-tendances, vous avez le numérique. Il faut tenir compte de cela, mais surtout aussi de la géopolitique aujourd'hui. Parce que nous sommes à un moment décisif et historique de l'humanité. Ça veut dire? Vous allez constater avec moi que les équilibres géopolitiques sont en train d'être refaçonnés. Vous avez des alliances traditionnelles qu'on a connues qui sont remises en question. Vous avez des nouveaux acteurs qui émergent sur la scène mondiale et les rapports de force aujourd'hui sont en train d'évoluer. Ce qui doit nous amener, nous, à pouvoir, dans ces tournants géopolitiques, à réfléchir profondément sur la RDC que nous voulons demain, à revoir nos stratégies, nos politiques, mais surtout, ici, à pouvoir redéfinir la place que nous voulons occuper dans ces nouvel ordre mondial qui est en gestation. Et vous avez parlé des 25 plans stratégiques qui ont été déjà montés en République démocratique du Congo. Dans leur exécution, n'ont pas tenu compte de réalité sur terrain. Alors, monsieur Bonhomme, s'il faut qu'aujourd'hui, la RDC se fie à votre plan stratégique de RDC émergent à l'horizon 2050, par où doit-on commencer? Alors, dans les cadres... Le plus pratique, hein? Oui, je vais vous dire un peu comment est-ce qu'on va procéder. Dans le cas le plus pratique,
ici, nous avons construit ce que j'appelle, c'est la pyramide de l'émergence. Ok. Dans cette pyramide de l'émergence, vous avez d'abord les conditions qu'il faut réunir pour qu'aujourd'hui on puisse parler de l'émergence. De l'émergence. Et nous sommes partis d'une étude de tout ce qui a été réalisé, parce que vous savez, aujourd'hui, la RDC traverse une situation, je dirais, des difficultés politiques et économiques qui sont similaires aux difficultés et aux défis auxquels on fait face la plupart des pays qui sont aujourd'hui dits émergents. Je prendrai les cas de la Corée du Sud, de Singapour, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le modèle singapourien avec Lee Kuan Yew, qui est le père du Singapour moderne. Et ils ont connu les mêmes difficultés, mais aujourd'hui, ce sont des pays économiquement et politiquement respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué certains principes. Et c'est ce que j'évoque ici. Donc, premièrement, il faut d'abord de l'ambition. L'ambition qui se traduit par une vision et une volonté politique de gouvernants. Parce qu'en fait... Est-ce que la vision, l'ambition et la volonté politique existent dans le chef des décideurs congolais? Bon, avant que je ne puisse aller là-bas, si vous pouvez me laisser finir un peu votre exposé. L'explication. Et parce que ici, je ne vais pas dire ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je donne puisque nous voulons parvenir à une émergence. Ouais. Émerger, c'est l'homme qui est au centre de cette émergence. Alors, l'homme qu'on doit mettre au centre doit être lui-même éveillé par rapport à cette évolution. C'est d'où trouve le sens de ma question. Ici, je suis en train de vous donner des recettes. Qui sera préparé par qui? Moi, j'ai préparé. Je vous donne ces recettes. Aujourd'hui, j'ai dit, si vous voulez avoir tel résultat, voilà ce qu'il faut faire. J'ai été posé la question de savoir par où on va commencer. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord remplir ces conditions. Premièrement, j'ai parlé de l'ambition. L'ambition qui se traduit par une vision et une volonté politique très forte. Parce que c'est la volonté politique qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir mettre en place des réformes audacieuses qui peuvent être impopulaires mais salutaires pour le pays. Ouais. Vous avez comme deuxième condition de succès, c'est la méritocratie. Méritocratie, oui. La méritocratie. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut promouvoir le choix des individus à tous les niveaux de la gestion du pays, des individus, de personnes qui ont la compétence, qui ont des mérites, mais qui aussi sont épris d'une intégrité morale. Ça, c'est très important. Cela va nous permettre de faire quoi? D'assurer ici ce que l'on appelle, on va avoir une classe de dirigeants capables de piloter le développement de ces pays. C'est très important. Troisièmement, il faudrait ici être capable d'avoir un cadre programmatique. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Oui. Un cadre programmatique avec une vision à long terme. Mais une vision à long terme qui est assortie de ce qu'on appelle de plans quinquennaux. Parce que vous avez une vision sur 35 ans, mais vous avez à côté des plans quinquennaux. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec le pays que j'ai cité. C'est ce qui est arrivé. Ils ont pu mettre en place de plans quinquennaux. Je prends le cas de la Corée pour le développement de ces infrastructures. Ils ont mis en place des plans quinquennaux où ils ont investi massivement dans les cas des infrastructures. Et vous avez maintenant, comme quatrième recette, c'est la capacité à pouvoir ici mettre ensemble les acteurs. Cette capacité à mobiliser en fait tous les acteurs.
les gouvernements, Oui. le secteur privé, la société civile et même l'opposition. Cela va permettre à ce que ces gens puissent travailler ensemble pour cet avenir commun que nous avons. Et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence collective. Collectif. Ouais. Vous avez ces conditions, mais maintenant vous avez ce que nous appelons, j'appelle les fondations de l'émergence. Dans les fondations de l'émergence, il faut travailler et investir, consolider, développer les capital humains. Capital humain, oui. Le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Ça, c'est notre première fondation. Notre deuxième fondation, c'est tout ce qui touche aux réformes institutionnelles, à la bonne gouvernance et à l'amélioration du climat des affaires. Comme troisième fondation, c'est tout ce qui touche aujourd'hui aux infrastructures. Et comme quatrième fondation, c'est tout ce qui touche aujourd'hui à l'instauration de la paix, de la sécurité, oui. de notre État. Ça, ce sont les fondations qui vont maintenant vous amener à ce qu'on appelle des piliers. Les piliers, c'est ce qui nous amène à pouvoir ici promouvoir ce que nous avons, j'ai appelé dans le cadre de ce travail, la RDC agricole. Agricole, oui. C'est-à-dire développer ces structures, la RDC industrielle, et vous avez la RDC des services. Je vois le tourisme, par exemple, parce qu'aujourd'hui, nous avons un potentiel énorme, plus que même l'État insulaire de Singapour, qui aujourd'hui peut vivre que du tourisme. Hein? Vous avez cela et en fait, à la fin, vous avez maintenant cette richesse qui sera partagée et où on aura une nation avec une économie compétitive, où on pourra avoir la souveraineté sur nos propres ressources naturelles et surtout devenir un exemple pour l'Afrique, être la locomotive en fait du développement de l'Afrique. Voilà un peu. Alors, ça s'appelle un partenariat ou une collaboration avec d'autres États, ou soit cela c'est fait en interne? Bon, vous savez, dans la stratégie, vous voulez parler de financement peut-être? Financement, c'est là où je veux. Comment on finance? Dans le plan, je suis arrivé à plusieurs... aujourd'hui, il faudrait d'abord que je puisse souligner une chose. Vous savez que tout ce qu'on connaît comme mécanisme de financement traditionnel, aujourd'hui, on n'arrive pas à financer les développements avec tous ces mécanismes traditionnels. Le budget de l'État. Parce que le budget de l'État aujourd'hui, c'est pas en adéquation avec les besoins, avec le besoin exprimé, réel exprimé de la population du pays. Aujourd'hui, même en termes de recettes fiscales, hein, donc on n'arrive pas à faire des recettes qui vont nous permettre de financer des projets stratégiques de développement. Et même les investissements directs étrangers, aujourd'hui, c'est limité. Je prends pour 2020, je crois qu'on était à 1,3 milliard. Vous avez tout ce qui touche à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, c'est presque aléatoire. Il nous faut maintenant aujourd'hui recourir à ce qu'on appelle des sources de financement innovants, parmi lesquelles je ne vais pas tout donner ici, donc on pourra découvrir dans ce que on a proposé dans ces plans, mais je vous en cite deux. Premièrement, c'est par exemple le partenariat public-privé. Public-privé. Qu'on appelle les PPP. PPP. Parce qu'en fait, le PPP nous permet de pouvoir recourir à l'expertise, mais aussi aux finances de privés. Et comme ça, ça permet à l'État de pouvoir, avec ce qu'il a comme ressources propres, de les affecter dans des secteurs où le privé ne pourra pas venir. Parce que les privés recherchent de la rentabilité. Et les pays qui ont en fait recouru à ces modes de financement aujourd'hui, ils ont pu développer des infrastructures comme des autoroutes, des aéroports. Ils l'ont fait. Et l'État s'est concentré à utiliser les ressources propres pour les hôpitaux, les écoles. Vous voyez un peu. Alors, le deuxième mécanisme de financement, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est, disons, le financement
des infrastructures, par exemple, par les ressources naturelles. Aujourd'hui, les pays du Golfe qu'on connaît, Dubaï, les Qatar, l'Arabie Saoudite, mais les infrastructures que l'on admire dans ces pays proviennent de quoi? C'est des ressources qu'ils ont. Les ressources, c'est quoi? C'est les ressources pétrolières. Pétrolières. La RDC, nous avons un avantage, c'est que nous avons d'énormes ressources, mais qui sont diversifiées. Donc, avec une seule ressource, vous pouvez faire ce que nous voyons dans d'autres cieux. Nos ressources sont diversifiées. Je te dirais d'ailleurs que vous savez que nos ressources minières, nous n'avons pas une connaissance réelle de nos ressources minières, de nos réserves. Parce que la connaissance actuelle que nous avons, c'est ce que les Belges nous ont laissé. Okay. Nous devons nous-mêmes arriver à évaluer, à faire l'exploration pour savoir qu'est-ce que nous avons comme ressources. Ça ne doit pas venir des autres personnes pour nous dire vous avez telle ou telle matière première. Et pour votre information, il y a une étude qui a été publiée dans une revue à Londres, New African. Cette étude démontre que juste pour les ressources minières, la RDC dispose d'une réserve équivalente à 24 000 milliards. 24 000 milliards de dollars, qui correspond aujourd'hui au PIB de l'Europe ou bien des États-Unis. Là, nous faisons la sommation de l'or, manganèse, de toutes les ressources, c'est ça. Oui. Et là, 24 000 milliards, c'est plus que les réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite qui sont aujourd'hui évaluées à 18 000 milliards. C'est ici un outil pour nous permettre, si on arrive à bien, disons, gérer nos ressources, nous pourrons les utiliser pour investir dans les infrastructures, par exemple. Monsieur Bodom, alors quand on évalue 24 000 milliards de dollars de nos ressources minières, ce qui équivaut, mais on est passé par quelle étude pour évaluer ça comme ça? Là, je vous parle d'une étude qui a été publiée dans une revue de Londres, New African. Ils ont pu faire leurs évaluations, ce sont des chercheurs. Mais c'est là où votre question est, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, ces évaluations que nous avons, c'est d'autres personnes qui nous les donnent. Nous les donnent, c'est ça aussi. Il faudrait... Il n'y a pas d'études en interne. Nous devons mener des études. D'abord, des études pour confirmer ces évaluations. Des études pour découvrir même d'autres réserves ou bien ressources minières que nous pouvons avoir. Mais aussi arriver à les certifier. Parce que c'est la certification qui va donner à nos ressources une valeur sur le marché et permettre maintenant au gouvernement congolais de faire des levées de fonds ou bien de pouvoir les utiliser comme des leviers de financement. Nous sommes dans le plan stratégique RDC émergent à l'horizon 2050 que propose l'ingénieur Matungu Lobodom, qui est le président des think tanks RDC. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, puisque nous parlons aussi de l'actualité, les 6 engagements du chef de l'État présentés lors de sa campagne électorale, enfin, il est élu président de la République. Comment y parvenir? Est-ce que ces plans peuvent se corroborer avec votre plan stratégique, ces engagements, disons? En fait, le plan, c'est une réponse pour la réalisation des engagements. Ces engagements. Il y en a 6, hein? Il y en a 6. Partons du domaine d'emploi, création d'emploi. Il y en a 6. C'est 6 engagements. Moi, il faudrait le comprendre ici, ça sera en fait le résultat, le fruit des actions qui doivent être menées. En fait... Est-ce que c'est ciblé? Oui, ce sont des engagements qui sont très bien ciblés et bien présentés. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, cela vise surtout à répondre à l'amélioration de la vie du Congolais, aux besoins essentiels de la population, mais surtout à apporter des changements significatifs dans des domaines clés. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça sera en fait des retombées, des actions qui doivent être menées.
entre autres ici, à savoir la réalisation de projets structurants et surtout des réformes audacieuses qui vont permettre à ce que nous puissions rendre notre économie compétitive. C'est ça, en fait, ce qu'il faudrait. Et comme je l'ai dit tantôt, et dans le cadre du plan que je présente, vous avez, je l'ai relevé tantôt, les conditions de succès. C'est ces conditions de succès qu'il faudrait appliquer. Je vais prendre ici l'exemple, par exemple, de lorsque je parle, il faudrait un outil de planification avec des stratégies qui reposent sur une vision à long terme. À long terme. Assortie des plans quinquennaux. Et pour faire en sorte que ces plans, disons, programmatiques, que cela soit le seul outil pour le développement de toutes nos stratégies, de tous nos projets de développement. Parce que des fois, qu'est-ce qui nous arrive? On a plusieurs outils de programmation. Vous avez plusieurs outils de programmation. En fin de compte, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. On initie un projet à gauche, un projet à droite. C'est pourquoi la recommandation d'ailleurs que moi je suis en train de faire, c'est que ces plans doivent être ratifiés par les parlements, afin de lui conférer une force de loi. Des lois. De telle manière que, peu importe le régime qui vient, il s'impose à ça. Qu'on reste sur un plan de développement. C'est pourquoi il faut, dès le départ, dès sa conception, une appropriation de toutes les couches sociales, de tous les acteurs de développement. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il faudra que le plan d'action gouvernemental 2024-2028 qui va être mis en place, que cela soit en fait la première étape de ce voyage vers l'émergence. De manière à impulser d'une façon irréversible notre route, notre trajectoire vers l'émergence. Ça, c'est très important. Et les conditions de succès, j'ai parlé de la méritocratie, c'est important la méritocratie, oui. Pour ce plan. La méritocratie aujourd'hui va nous amener à quoi? On est en train de parler de la formation du gouvernement. Il faudrait aujourd'hui mettre des hommes qui ont la compétence, qui ont une certaine performance. Pas des politiques pour la politique. Et d'ailleurs, moi, la recommandation que je fais en analysant comment est-ce que les autres pays ont pu faire pour émerger, je préconise à ce que le gouvernement qui sera formé soit pour les 3 premières années, de manière à travailler de manière efficace. Que le gouvernement soit composé à 70% des technocrates, qu'on pourra puiser dans des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Du Parlement, de la configuration politique géopolitique qu'on a dans le Parlement. Politique d'abord, même géopolitique. Mais qu'il faudrait que dans le choix de cette configuration politique, que l'on puisse ressortir avec des technocrates. Vous savez, il y a des postes gouvernementaux aujourd'hui qui vont demander à ce que ce soit des techniques, des technocrates qui occupent ce poste pour nous permettre aujourd'hui de mettre la fondation, la base. Je te donne l'exemple, la France, vous savez que la France a été construite par les ingénieurs, l'école de points, l'école des mines. Quand ils ont mis la base, c'est après qu'on peut venir avec un manager, quelqu'un qui... Donc, on a déjà placé mais au moins, il y a des bases. Nous, on n'est pas encore à cette étape. Nous, on doit mettre la base. Moi, je préconise vraiment qu'il y ait des technocrates, qu'on ait un gouvernement réduit pour raison d'efficacité. Il y a des ministères qui doivent être regroupés pour permettre à ce qu'on soit efficace dans la mise en œuvre. Éviter toutes les procédures qui existent, politiciennes et puis administratives, et permettre à ce qu'on soit plus efficace. Alors aujourd'hui, M. Wadam, vous êtes en train de bien exposer votre plan, plan stratégique RDC émergent, l'horizon 2050. C'est trop scientifique, c'est purement scientifique. Alors aujourd'hui, si la population, cet étudiant-là qui est en G1, veut savoir
Aujourd'hui, M. Bonhomme, c'est un ingénieur, président de think tank, propose un plan d'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. Bah, quand même, na lingala ke non, plan stratégique 2050 et lingala kisani. Bon, malheureusement... Efforcez-vous, efforcez-vous. Non, efforcez-vous. C'est pas un problème. Malheureusement, ici, vous savez, c'est quelque chose, certes, de haut niveau. Haut niveau. Mais c'est quelque chose que l'on peut expliquer avec le langage courant, c'est-à-dire... Mais Mama Bipopolo à Tarabiso. Oui. Mama Bipopolo à Tarabiso, receveur. Au Tobin à Kinshasa. Bazo Tarabiso. Bakumbi wewa, bana moto. Parce que les développements les impliquent aussi. Les développements, c'est eux aussi doivent sentir les développements. Bamamo baza rote kala babele la rama panatongo, ba o ba kendara la zandu. Ba o ba teke la biso ndunda, ba teke la biso matembele, ba sala. Comment est-ce que Barouye Baké aujourd'hui, il y a un Congolais qui est sorti de son silence, il a mené une étude approfondie pour présenter, proposer un plan stratégique RDC émergent à l'horizon 2050. Pourquoi je suis en train de là? Parce que la population qui nous regarde, ils sont tellement nombreux. Le plan stratégique. Je te dis, c'est trop technique. Le plan stratégique. Manuel là, lingala, poursuivre. En fait, ezanango eloko sotolobito même on a langage très facile. Très courant, hein. Na lingala facile na biso. Eza lelo tokoka kokanisa oyo tolingi Congo ekoma lobi. Ti 2050. Ou ça te kosale bana 2050. Ti 2050 tolingi tokoma wapi? Awana lingala malonga. Donc to bandi yango lelo ti 2050. Ti 2050 posa na biso eza Congo ekoma ndenge nini. Okotuna mama Bipupula akoyebisa te ngai esika na lingi awa naza na posa nateka esu na sete nateka siko na étagère na ngai. Eza déjà likanisi. Mususu akoyebisa receveur lobi habité nga na lingi nabela na micro. Bon, peut-être écoute ba receveur va sauter mais au moins aloba te banzelo tozo tambola eza banzela ya malonga. Oso to tamboli ata libulu moko monana te. Wewa akoloba tango nazo tambola na ba mituka izo créer ba problème nga mona zo créer ba problème bazo créer ba problème. Bosala de manière que nzela ezala esika wewa koleka ezala dédié pona wewa. Donc eza wana oyo tolingi tozo kanisa pona Congo na biso ebonga. Wana mambi etali nzela, parce que mambi etali ndeti ko vanda ya bato les social. Kovanda ya batu. Ndenge ni na plan na à l'horizon 2050 tokoki ko se comporter et ko bana ndenge ni ko banda a 2050. Na makanisi ya plan stratégique na. Exact que le lot tant maman azui moi salaire na e ou azo sala to azana mombongo. Mbongo wana eza na capacité ya ko permettre ye a foutre la bana moi classe a pesa moi mbongo pour que mombongo na ye ke ne lisusu liboso. Aza na capacité wana ya kosomba oyo alingi ya kokende sika alingi lelo so alobi azui mokano ya kotambola na Goma akomi na Goma kuna kuti kimia akoti atali bagori na biso tozana bango a visiter aki alali na hôtel lobi pe azongi. Donc le tourisme fait partie aussi du plan stratégique à l'horizon 2050. Oui, dans ce que nous appelons des piliers, nous avons ce que j'appelle et ici la RDC des services. Dans la RDC des services, vous avez le tourisme qui est un élément essentiel et important pour la création d'emplois. La création d'emplois. Vous avez parlé de quelque chose qui a retenu mon attention sur le partenariat public-privé. C'est surtout ça, hein, c'est surtout pas sur ce point-là où les bas blessent. Hein. Les bas blessent, il y a des programmes inachevés, il y a des projets qui commencent mais qui ne se terminent pas, où l'État devait préfinancer, où les partenaires préfinancent et puis au finish, l'État n'en honore pas. Alors par rapport à tout ça, vous pensez que ça serait un plan stratégique qui sera sur les intentions ou ça c'est sur le réalisme? Bon, mais c'est sur le réalisme. Par là, il faudrait plutôt... Parce que si on compte sur les partenaires, on sera buté quelque part. Oui. En fait,
les partenariats public-privé. Aujourd'hui, on a au moins un cadre institutionnel qui existe. On a une loi sur le partenariat public-privé. Vous avez les mesures d'application qui ont été publiées dernièrement, mais vous avez aussi un autre outil, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle une unité de coordination de projets PPP. Unité PPP. Ça, c'est déjà ce cadre institutionnel qui existe et c'est déjà bon. Mais il faut attirer les privés. Pas seulement les privés. Quand on parle souvent des partenaires, on croit seulement ceux qui viennent de l'extérieur. Mais même en interne, on a des gens qui ont la capacité, la possibilité de pouvoir investir. Il faut les attirer. Alors, lorsque les investisseurs viennent dans un pays, il y a deux facteurs importants qui regardent. Il y a ce qu'on appelle la conjoncture économique. Pour le cas de la RDC, depuis quelques années, cela s'est nettement amélioré parce que vous avez, par exemple, aujourd'hui, vous avez un ralentissement mondial en termes de croissance, mais la RDC, en 2022, si je ne me trompe pas, nous avions une croissance autour de 8,5% du PIB. Ce qui traduit produit intérieur brut. Qu'on a en fait une conjoncture économique viable, capable de pouvoir attirer des investisseurs. Le deuxième élément, c'est le climat des affaires. Alors, là, nous avons encore un chemin à faire. Il y a des réformes qu'on doit mener. Parce que déjà, même le baromètre national sur le climat des affaires qui a été publié par la cellule de climat des affaires, lorsque vous lisez ces rapports, en termes de climat des affaires, nous avons une cote de 37%, qui est faible. Aujourd'hui, cela traduit, veut dire juste que le climat des affaires de la RDC n'est pas incitatif. Il y a des réformes qui doivent être menées. Et il y a des points d'amélioration. Parmi ces points d'amélioration, vous avez premièrement la fiscalité et la parafiscalité. En fait, la pression fiscale, chez nous, je crois bien, nous sommes autour de 8% du PIB, alors que la moyenne mondiale est à 15%. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment cette pression fiscale. Mais le plus grand problème, c'est les procédures. C'est la complexité des procédures, la complexité de la réglementation, de comment est-ce que les recouvrements se font, par quelle fréquence. C'est ça qui blesse. Deuxièmement, vous avez des améliorations du point de vue de la sécurité en fait judiciaire et juridique. Est-ce que la RDC est prêt pour tout ça? Non. Parce que l'investisseur doit venir investir pour booster. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a ces réformes qui doivent être menées. Prêt ou pas prêt, il faut le faire si vous voulez avoir des résultats. C'est là où j'ai parlé de la volonté politique. Donc, du point de vue sécurité judiciaire et juridique, les investisseurs, quand ils viennent, ils regardent cela. Comment est-ce que vous rendez justice? Comment est-ce que on déclare aujourd'hui les décisions de la justice, prennent les délais que ça prend. Tout ça, ça compte. L'administration, comment ça fonctionne? Vous avez, ça fait partie des secteurs d'amélioration de l'administration. Aujourd'hui, parce qu'il y a des dossiers les procédures, le temps que ça prend pour obtenir un document. C'est ça. Des procédures qui ne sont pas digitalisées. Donc, vous avez les tracasseries, tout ça, ça fait partie. Vous avez un autre point d'amélioration, c'est aussi l'environnement politique, c'est-à-dire la stabilité politique institutionnelle. C'est très important. L'ingérence, par exemple, de la politique dans la gestion des entreprises privées et tout ça, ils regardent tout cela. Et quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, l'investisseur ne vient pas. L'investisseur ne vient pas. Vous avez aussi l'amélioration aujourd'hui des infrastructures. Parce que l'investisseur qui veut venir mettre une usine qui va vous fabriquer le chip, il a besoin de l'électricité. Il a besoin d'avoir des routes par où il va passer. Ce sont là les quelques, disons, secteurs qu'il faut améliorer pour permettre à ce que notre climat des affaires soit
attractif en fait au secteur privé. Alors aujourd'hui, je suis très, très énervé parce que nous menons une émission très technique et aussi économique où les économistes se trouvent leur compte et doivent comprendre la mise en œuvre et aussi l'élaboration de ces plans stratégiques. Parce que sans un plan, on ne sait pas exécuter un programme. Sans un plan, on est perdu. Il faut avoir un plan pour exécuter un programme qui est aussi précis. Le président de la République a parlé des 6 engagements. Ces 6 engagements ne se concrétiseront que s'il y a un plan et un plan bien détaillé par des technocrates, comme le dit M. Matungulu Bodom. Alors aujourd'hui, vous êtes ancré dans le secteur des infrastructures routières. Je m'arrête dans les infrastructures. Si vous voyez les infrastructures routières en République démocratique du Congo, je reviens dans la dernière prestation en sortie médiatique du président de la République, il n'était pas du tout content de la manière dont les entreprises qui fonctionnent dans ces secteurs ou les entreprises qui prennent le marché pour l'exécuter fonctionner. Est-ce que vous pensez que le point de vue du chef de l'État valait la peine, ou soit ces entreprises-là ne sont pas financées à hauteur de leurs attentes pour exécuter bien le travail? Alors, mon cher Guy, je suis très content que vous me posiez cette question. Vous savez, la qualité des infrastructures dépend de 3, je dirais la qualité globale dépend de 3 types de qualités. La première qualité d'abord, c'est la qualité des études, de la conception. Est-ce qu'on a mené les études pour réaliser, je prends l'exemple d'une route, est-ce que les études ont été menées? C'était des études certifiées. Certifiées. Mais qui certifie ces études? Non, on a des organes, on a des structures pour valider. Mais qui ne sont parfois pas associés dans des élaborations. Parce que je prends l'exemple des bureaux techniques de contrôle. On va y arriver. D'abord, dans les études. Est-ce que nous avons des études qui sont certifiées? Est-ce que ça a été bien mené, ces études? Parce que lorsque vous menez mal les études, je vais vous dire, pour un 10 $ que vous économisez dans les études, vous payerez 1000 $ lors de l'exécution. C'est pourquoi le point de départ de tout, c'est d'abord les études qui doivent être bien menées. Deuxièmement, la qualité des travaux qui sont réalisés. Est-ce que l'entreprise qui a été sélectionnée a de l'expertise? De l'expertise. Est-ce que cette entreprise a de l'expérience? Est-ce qu'ils ont des engins adéquats pour réaliser ce type d'ouvrage? Mais on peut avoir des engins, mais on n'a pas l'expertise. Mais c'est ce que j'ai dit. Cette entreprise doit réunir toutes ces qualités pour que, au final, ce qu'il va produire comme travail, que ce soit un travail de qualité. Des qualités. Et troisième qualité, c'est la qualité du contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui fait de contrôle. Pour faire des contrôles, ce n'est pas que tu viens, tu regardes, ce n'est pas visuel. Il y a des techniques de contrôle. Par exemple, pour une route, vous devez faire des contrôles des poutres, des benkeman, des essais à la plaque. Mais ça, il faut que vous puissiez avoir, des équipements pour ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faut la qualité des structures qui font le contrôle. Il faut investir dans les équipements. Il faut investir. Aujourd'hui, on a notre laboratoire national, le seul laboratoire national qu'on a. Parce que la qualité de tous les ouvrages vont dépendre des résultats qui viennent de ces laboratoires. Aujourd'hui, allez-y voir, c'est dans quelles conditions. La dernière fois qu'on a équipé ces laboratoires, ça date de quand? Ça relève de quel ministère? Des infrastructures. Infrastructures. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de participer à l'élaboration du plan national de développement des infrastructures intégrées en RDC. Et parmi les recommandations que nous avons eu à faire, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires ne doivent pas être une direction, par exemple, de l'office de route, comme c'est le cas aujourd'hui. Partout ailleurs, ils ont une autonomie de gestion. Ça leur permet de pouvoir mieux se développer. Mais ça ne créera pas un désordre dans les secteurs? Ça ne créera pas un désordre, plutôt ça vient résoudre le problème. On aura vraiment avec nous un laboratoire qui pourra avancer. Et puis, vous avez le problème aujourd'hui, vous avez parlé du BTC. Il faut que les BTC soient aujourd'hui renforcés c'est pourquoi il faut travailler sur les
la faculté, par exemple, polytechnique, les Polytechnique. BTP, produire des ingénieurs aujourd'hui de qualité qui vont aller travailler dans ces entreprises-là. Et les BTC, on doit arriver à revoir ces textes légaux pour lui donner un peu plus d'indépendance et d'autonomie. Et cela va permettre à ce qu'il puisse avoir un contrôle de qualité. Qu'est-ce qui est fait ailleurs? Moi, je prends l'exemple du Maroc, où j'ai eu à suivre plusieurs projets. Vous allez voir qu'au Maroc, ils ont commencé à associer les locaux avec des grandes entreprises pour ce qui est des études, des grands bureaux d'études, pour ce qui est des entreprises, des grands bureaux, des grandes entreprises étrangères, hein, et ce qui est du contrôle, même pendant un temps. Et cela a permis un transfert des connaissances et un renforcement des capacités de leur expertise qu'ils ont locale. Et après, ils sont arrivés à acquérir cette expertise pour maintenant travailler et contrôler. Mettre surtout, vous savez, pour avoir de telles réflexions, il faudrait que les gens qui sont à la gestion de ces projets, de ces instances gouvernementales, ça doit être des gens qui comprennent cette question. Des gens qui comprennent la technique pour arriver à déceler tout cela. Des entreprises qui viennent faire la construction, vous voyez, celui qui est le responsable, par exemple, de la construction, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la technique, mais vous n'aurez jamais le résultat que vous voulez. Et parfois un Indien, parce que c'est équipilé des immeubles ici en République démocratique du Congo. Vous comprenez que nous parlons du plan stratégique RDC émergent à l'horizon 2050. Un plan stratégique qui présente M. Matungu Lobodom, président de think tank RDC. Il est ingénieur. Il présente ce plan. Il est en train de vouloir que ces plans soient soutenus par le Parlement congolais. Si chacun pouvait jouer sa partition pour que le Congo décolle avec les bonnes intentions, les bonnes idées, nous allons parler émergence. Mais il ne faut pas que ce que M. Bodom est en train de proposer reste dans des tiroirs. Parce qu'aujourd'hui, après présentation de son plan stratégique, RDC émergent à l'horizon 2050, si jamais le Parlement n'approuvait ce plan stratégique, nous allons rester dans la case de départ et rien ne sera fait. Mesdames et messieurs, vous avez aimé cette émission. Vous nous avez suivis à travers le monde. De partout, vous nous avez suivis à Washington, à Paris. Vous nous avez suivis à Franceville, à Libreville. Vous nous avez suivis au Botswana. Vous nous avez suivis à Harare, en Zimbabwe. Vous nous avez suivis ici à République démocratique du Congo et également à Kinshasa. Merci. Nous vous faisons toujours confiance. Faites confiance aux Congolais. La main-d'œuvre congolaise peut apporter des changements. Les Chinois, les Indiens, les Libanais, qui arrachent la plupart des marchés en termes des infrastructures en République démocratique du Congo, il faut une bonne politique et que la tendance change. Merci, on se retrouve dans un prochain numéro. Merci à M. Bodom de nous avoir confié de votre temps pour que nous puissions échanger sur ces plans stratégiques qui est aussi pertinent, qui va aider le programme du chef de l'État pour son exécution. On se retrouve dans un prochain numéro. Ciao.